suit le JT. Merci de choisir ETV pour les informations de la mi-journée. Merci à vous, auditrices et auditeurs, chers internautes, d'être de nôtres. Bienvenue à tous. Politique à l'entame de cette édition d'information, la décentralisation, cette forme de l'État qui a été l'émanation de la Conférence nationale souveraine en 1993, refait débat aujourd'hui. C'est donc à travers le séminaire national sur la décentralisation qui amorce une dynamique de clarification des rôles institutionnels. Ouvert le 21 juillet dernier ici même à N'Djamena, ce séminaire a donc rassemble tout le quota administratif du pays et c'est l'occasion d'amener ces élus à mieux s'approprier donc la décentralisation puisqu'ils n'ont pas bien appréhendé ce processus depuis son adoption lors de la conférence nationale souveraine. Plume et voix, l'Aldim Narcisse. La décentralisation, cette forme de l'État était l'émanation de la Conférence nationale souveraine, CNS de 1993. Cela a fait l'objet d'âpres débats entre les partisans de l'État fédéral. Finalement, ceux qui optent pour l'État fortement décentralisé, qui ont obtenu gain de cause, les douloureux événements qu'a connu le pays avec son cortège des régimes issus des rébellions qui se sont succédés à la tête du pays, ont érigé les injustices, les exclusions et les frustrations en mode de gouvernance. Les équilibres régionaux n'ont pas été respectés. C'est ainsi que les sensibilités politiques de tous bords qui s'étaient retrouvés au chevet du Tchad à l'occasion de cette grand-messe ont mis sur le tapis la question de la forme de l'État. Cela a suscité des débats houleux entre les participants qui estimaient en son temps que pour mettre fin à la prédation et à la gestion tribaliste et clanique des tenants du pouvoir, il faut opter pour l'État fédéral afin de permettre le développement local et couper l'herbe sous les pieds de ces régimes d'injustice. Certains conférenciers avaient vociféré et voyaient d'un mauvais œil le problème du fédéralisme. Pour eux, cette solution n'est pas bonne pour le Tchad qui venait de très loin. On évolue probablement vers la sécession du pays. De discussion en discussion, de palabre en palabre, de conciliabule en conciliabule, un consensus a été trouvé. Le Tchad passe de la forme centralisée à la forme d'État unitaire fortement décentralisé. Il était question de traduire dans les faits les vœux exprimés par les participants à la conférence nationale souveraine par le premier gouvernement de la transition, dirigé par Fidel Mungar, leader du parti Action tchadienne pour le socialisme au Tchad, Actus. 7 mois après le gouvernement du Premier ministre issu de la CNS a été renversé par une motion de censure initiée par le Conseil supérieur de transition, l'organe provisoire. Ensuite, les conseillers de transition vont élire un autre Premier ministre. Il s'agit de Kassire Koumakoye, leader de Viva RNDP. Son gouvernement a eu juste le temps d'asseoir les équipes. Pour la mise en œuvre de ces concepts, il a été censuré une fois de plus par le fameux CST. C'est toujours le même mode opératoire pour désigner un autre chef du gouvernement. Il s'agit de M. Djimasta Koibla Daniel. Celui-ci a conduit le pays aux premières élections pluralistes dont le verdict a été la victoire du président sortant Idriss Déby Itno. Il a fallu attendre 1997 pour organiser les élections législatives, mais les locales ont été mises en veilleuse. C'est après la fin de la première législature que le pays a organisé les présidentielles suivies des législatives et des locales. On s'approche lentement mais sûrement de la décentralisation. Mais les conseillers municipaux élus n'ont pas compris leur mission. Ils ont mis les bâtons dans les roues de leurs collègues, les empêchant ainsi de faire leur travail, puisque dans le cadre de la décentralisation, c'est le transfert de compétences. L'État central doit partager quelques parcelles de son pouvoir aux élus locaux pour le développement local. Que constate-t-on? Il y a une confusion totale dans les rôles, puisque les élus locaux n'arrivent pas à s'approprier ces concepts, d'où la nécessité de mieux les faire appréhender au cours de ces séminaires. Sur la décentralisation remise au goût du jour à l'ère de la 5e République, nous osons espérer que les élus locaux changeront de logiciel de gestion pour montrer qu'ils maîtrisent la décentralisation. Décentralisation, puisqu'on en parle, elle est inscrite dans la Constitution depuis plus de 20 ans et peine donc à se concrétiser. Aujourd'hui, faute de compréhension claire, aussi bien au sein des populations que chez certaines autorités locales elles-mêmes. Pourtant, ce système représente un pilier essentiel de gouvernance de proximité et donne plus de pouvoir aux collectivités locales. Rome Lumsenga Ngalmadine a donc cherché à savoir le pourquoi de cette méconnaissance du fonctionnement de cette partie de l'administration tchadienne. Suivez plutôt.
inscrite dans les textes depuis 1996, renforcée par la loi de 2002, la décentralisation devrait être un tournant historique dans la gouvernance tchadienne. Mais, près de 2 décennies plus tard, cette réforme peine à prendre corps dans les mentalités comme dans les pratiques. Pourquoi cette lenteur administrative? Pourquoi tant de citoyens et d'autorités locales semblent ignorer ou méconnaissent carrément ses fondements? Or, ce mot résonne plus souvent dans les discours officiels, mais très rarement compris. Pourtant, cette réforme censée rapprocher l'administration des citoyens et donner plus de pouvoir aux collectivités locales et émerger dans la Constitution depuis plus de 20 ans. Mais, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les citoyens, dans leur grande majorité, ignorent ce qui est réellement la décentralisation. Ce qui est plus inquiétant, même parmi les autorités locales, beaucoup ne maîtrisent ni ses principes ni ses objectifs. Chose qui nous vaut aux résultats désastreux tels que la mauvaise gestion des ressources, méconnaissance des textes et faible implication citoyenne. Les services de base stagnent et la centralisation continue de régner. À ce niveau, on parlera d'un manque de volonté politique ou simplement une réforme mal accompagnée. La décentralisation dans ses fonctions a prévu des communes, des conseils municipaux, des transferts de compétences dans les domaines aussi cruciaux comme l'éducation, la santé ou l'accès à l'eau, impliquer la jeunesse dans la gouvernance. Mais elle se heurte à de nombreux blocages. Les plus visibles sont entre autres le manque de formation des élus, faiblesse des budgets, la lenteur administrative et surtout la présence d'une culture politique encore très centralisée pour ne citer que celle-là. Au-delà de tous ces handicaps qui freinent le développement d'une bonne gouvernance, une chose est sûre. Sans une perception du concept de décentralisation et ses réelles fonctionnalités, ceci risque de rester un projet utopique, loin des réalités de la population tchadienne. Et pourtant, si elle est bien comprise et bien appliquée, elle peut devenir un véritable moteur de développement local. Ce processus de décentralisation au Tchad a besoin d'un souffle nouveau, celui de la formation, de la sensibilisation et surtout d'un réel engagement politique à tous les niveaux. Car, sans compréhension, il n'y aura pas de transformation. Alors, la refondation, tâche redonnée par les autorités, ne sera que des 20 mots. Et puis en éducation, une cérémonie de passation de charge à l'enseignement supérieur au building de Moursal entre le ministre secrétaire d'État sortant, Dr Ngabere Colette, et l'entrante Moudalbaï Nobandissem Apolline. C'était donc hier dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Saleh Bourma, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et les cadres de l'enseignement supérieur. Mbaïnadi Nicolas était de la partie pour le compte d'ITV. La cérémonie de passation de charge est un moment solennel et symbolique marquant le passage de relais entre deux responsables. Elle traduit le respect des institutions, la continuité du service public et l'esprit de responsabilité qui accompagne toute fonction de commandement ou de gestion, souligne le secrétaire général adjoint du gouvernement, Saleh Bourma. Lors de cette cérémonie, la ministre secrétaire d'État sortante, Dr Ngabere Colette, a su faire preuve de dignité et d'élégance en présentant un bilan clair de 5 mois et concis de son action, soulignant les progrès accomplis et les défis relevés. Son discours a témoigné de son engagement et de son dévouement à la mission qui lui avait été confiée. Elle félicite son successeur et lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de sa fonction. Ce temps, ainsi peu soit-il, nous a permis de mettre en œuvre quelques activités phares qui cadrent parfaitement avec la vision politique du chef de l'État. En termes de bilan, nous avons notamment procédé à l'évaluation des centres de formation technique et professionnelle, des chefs-lieux, des 17 chefs-lieux des provinces, qui nous ont permis d'avoir la situation globale en termes organisationnels, d'infrastructures et des bâtiments, d'équipements, de logistique, de renforcement des capacités des formateurs et des besoins globaux pour leur réhabilitation. La nouvelle ministre secrétaire d'État entrant, prenant la parole, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en sa modeste personne. Elle promet de poursuivre les réformes entamées et exprime sa volonté en y apportant sa propre vision. Sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de passation de charte. Je tiens à saluer fraternellement Madame le ministre sortant
Dr Ngabere Colette, pour le travail accompli avec rigueur et engagement durant son passage à ce poste. Votre dévouement et votre sens de service public sont à saluer. Un département aussi important en termes de levier du développement à travers la formation des capitales humains compétents, seuls gages devant permettre de relever les défis qui s'opposent à l'essor économique de notre pays. Je voudrais enfin exprimer ma profonde reconnaissance au chef de l'État, président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour la confiance placée à ma modeste personne à travers cette nomination. Le moment fort de la cérémonie a été la remise symbolique des dossiers de gestion et des documents de suivi des projets en cours. Ce geste marque officiellement le transfert des responsabilités. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Saleh Bourma, renvoie la nouvelle secrétaire d'État nommée par décret numéro 1467 du 16 juillet 2025 à sa fonction. Et puis en société, nous sommes donc de plein pied dans la saison de pluie. Mais l'on constate qu'à chaque pluie, les rues de N'Djamena se noient. Des chaussées mal construites, des routes bloquées par des travaux fantômes qui obscurcissent les passages quotidiens aux citoyens. Malgré les engagements annoncés, les visites présidentielles répétitives, la réalité reste donc la même. Et cette réalité est donc l'inachèvement de ces travaux, les embouteillages et surtout le silence de certaines autorités ou sinon les autorités en charge. Ndiklemba et Ariel Tayo nous en parlent. En N'Djamena, la saison des pluies transforme plusieurs routes en véritables lacs urbains. Goudron mal posé, sans canalisation adéquate, finissent par être envahis d'eau. La population ironise en des termes comme on peut y poser une pirogue, tant la société ressemble à un bassin. Les usagers potagent, les ronronnements de motos bloqués et les piétons écraboussés en sont les preuves visibles pendant cette saison de pluie dans la cité capitale. Comme si cela ne suffisait pas, des routes en construction dans la plupart des quartiers, mais ils tardent à finir, sont bloquées depuis des mois. Les entreprises ont mis les sentiers en VS. Au niveau du carrefour d'Atron, par exemple, et l'axe de Gassi menant au quartier Ambata, les désordres règnent. Les embouteillages monstres s'observent. Les accidents se multiplient. Les riverains se sentent abandonnés. Les routes en construction, au passage des véhicules, soulèvent des poussières, boue et la frustration. Alors que le chef de l'État s'est déplacé à plusieurs reprises sur les grands chantiers pour constater l'état d'avancement de ces infrastructures urbaines. À chaque passage, des promesses sont faites et des instructions sont données, ce qui fait renaître une lueur d'espoir au sein de la population. Mais aussitôt, le départ du cortège présidentiel, tout retombe dans un silence cimetière et ces routes demeurent dans le même état. La question que l'on est en droit de poser est de savoir si c'est le trompe-l'œil, une négligence vis-à-vis de l'autorité suprême ou un simple incivisme de la part des entreprises. Et entendre les cris et les sentiments des citoyens. L'heure n'est plus aux visites médiatisées et des promesses utopiques. L'heure est plutôt à l'action pour une refondation. Faire de la ville de N'Djamena une vitrine de l'Afrique. Il faut renforcer les contrôles techniques et sanctionner les entreprises défaillantes. Marteler durement et clair sur les délais d'accord pour les travaux. La capitale mérite des routes durables, veillées et entretenues. Car un goudron qui fond sous la pluie, ce n'est pas du progrès, c'est du mépris déguisé en développement. Eh bien, pendant qu'Ariel Tayo s'inquiète et s'interroge sur les rues de N'Djamena qui se noient à chaque saison de pluie et l'inondation qui a la peau dure, Alphonsine Madissem, elle, s'interroge plutôt sur ce que deviennent les promesses de la décentralisation face à la gestion des eaux et les dégâts de pluie. Entre débat institutionnel et cité engloutie, le contraste est donc saisissant. Une situation qui soulève bien des interrogations sur la pertinence des choix politiques face aux urgences locales. Reportage signé Alphonsine Madissem.
N'Djamena, épicentre politique et administratif du pays, se retrouve une nouvelle fois piégé par les eaux de pluie, tandis que les autorités réunissent élus, experts et partenaires pour jeter les bases d'une gouvernance décentralisée. Les quartiers périphériques, eux, sont sous les effets dévastateurs des pluies diluviennes. Cette coïncidence fait grincer des dents dans l'opinion publique. La première consultation nationale des collectivités autonomes se voulait une étape déterminante dans le chantier de refondation de l'État. Mais cette ambition, bien que louable, se heurte à la dure réalité d'un système incapable jusqu'ici de prévenir ou de gérer efficacement les catastrophes naturelles. Car décentraliser, c'est aussi anticiper, aménager, assainir et sécuriser. C'est doter des collectivités de moyens et de compétences pour répondre à ce genre de crise. Au lieu de réponses concrètes, la population constate une forme de paradoxe. Pendant que les inondations isolent les quartiers entiers, que les routes deviennent impraticables et les habitations s'effondrent, les discours officiels s'enchaînent dans le confort des salles climatisées. Cela donne à penser que les priorités sont mal orientées, voire déconnectées des réalités du terrain. Certains s'interrogent dès lors sur la pertinence d'allouer des ressources considérables à l'organisation d'un tel séminaire, quand les besoins élémentaires, voirie, canalisation, système de drainage urbain demeurent insatisfaits. À quoi bon parler de réforme si celle-ci ne se traduit pas par une amélioration tangible des conditions de vie des populations? Le thème du séminaire « Décentralisation à l'ère de la Ve République » prend ici des allures de mise à l'épreuve. Peut-on encore parler de décentralisation si les autorités locales ne disposent ni de l'autonomie d'action, ni des moyens pour faire face à l'urgence? Ce décalage entre le discours et la réalité devront interpeller les participants. Plus qu'un simple cadre de concertation, cette assise devrait être une tribune pour repenser la gouvernance locale à l'aube des crises vécues. Face à l'ampleur des dégâts causés par des intempéries, les attentes sont claires. Il ne suffit plus de promettre une nouvelle ère administrative. Il faut traduire cette promesse en actions concrètes, visibles et durables. C'est à cette condition seulement que les populations croiront aux vertus de la décentralisation voulue par les autorités. Alphonsine Madilem à l'instant. Certes, les N'Djamenois et les rues de N'Djamena se noient à chaque saison de pluie, mais la gestion des eaux usées reste encore un autre calvaire que subissent ces derniers. Certains habitants laissent couler librement ces eaux usées et quelquefois des eaux de toilette dans les rues. Ces eaux sont donc rejetées après leur utilisation dans les habitations, un acte d'incivisme qui provoque plusieurs problèmes sanitaires pour la population. Et l'on se demande si ces eaux n'ont-elles pas un impact sur la santé de la population. Masdene Josia nous en parle avec le récit de Sonia Aronouchi. Les eaux usées sont des eaux polluées par les activités humaines, tandis que les caniveaux sont des structures conçues pour collecter et évacuer les eaux, ainsi que les eaux de pluie vers des systèmes d'assainissement. Les eaux usées et les eaux de caniveaux peuvent contenir des agents pathogènes tels que les bactéries, des virus et des parasites qui peuvent entraîner des maladies comme la diarrhée, le choléra, la fièvre typhoïde, selon les avis des spécialistes. Les eaux stagnantes peuvent servir de lieu de reproduction pour les moustiques qui peuvent transmettre des maladies comme le paludisme et la dengue. Ces eaux peuvent également polluer des sols, contaminer les eaux souterraines et les écosystèmes, qui a des répercussions à long terme sur la santé des riverains. Les eaux rejetées après leur utilisation dans les ménages ou les industries contiennent des matières organiques, des graisses, des détergents et d'autres substances polluantes. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour gérer correctement ces deux types d'eau dans la ville de N'Djamena, notamment en améliorant les infrastructures de drainage et d'assainissement, en promouvant les pratiques d'hygiène adéquates et en sensibilisant la population aux risques sanitaires associés à ces eaux. Pour remédier à cette situation préoccupante, il est nécessaire d'engager une réflexion collective impliquant les autorités locales, les organisations non gouvernementales ainsi que les habitants eux-mêmes. Des campagnes de sensibilisation doivent être mises en place pour informer les citoyens des conséquences d'un mauvais traitement des eaux usées et des eaux de caniveau sur leur santé. Parallèlement,
Des formations sur les méthodes alternatives de gestion des eaux usées, telles que le compostage des eaux grises, peuvent offrir des solutions durables. En adoptant une approche proactive et participative, la ville de N'Djamena pourrait améliorer son environnement et garantir un avenir plus sain pour la population. En santé, le sévrage au Tchad, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, est une étape cruciale dans la vie de l'enfant et de la mère. Il s'agit du processus par lequel un nourrisson passe progressivement du lait maternel à une alimentation diversifiée. La question qui taraude l'esprit est donc de savoir si le sévrage dans le contexte tchadien prend en compte des nutriments pour le bon fonctionnement de l'organisme de l'enfant. La réponse dans ce reportage signé Ndikouboua Roséline. Dans la plupart des ménages du Tchad, les mères allaitent leurs enfants pendant une période allant de 18 à 24 mois, parfois plus selon les coutumes locales. Dans la ville d'N'Djamena, tout comme dans les provinces, certaines mères optent pour un sévrage brutal, souvent à cause des contraintes économiques d'une nouvelle grossesse ou de pression sociale. D'autres optent un sévrage progressif, introduisant peu à peu des bruits ou aliments traditionnels. Pour le sévrage traditionnel, ces dernières introduisent la bouillie de mil, sorgho ou maïs parfois enrichi avec du lait, du sucre ou des arachides dans le menu de l'enfant. Ceci sans l'avis des nutritionnistes, ce qui entrave souvent les problèmes fréquents qui mettent en mal le bien-être de l'enfant. D'après les hommes en blouse, ces mères allaitantes devraient consulter un nutritionniste avant de bénéficier de ces prescriptions pour avoir une bouillie nutritive. Il a été démontré que si le menu de l'enfant suivant une étape de sévrage n'est pas enrichi, ceci expose les enfants à la malnutrition. Les défis liés au sévrage au Tchad sont souvent caractérisés par la malnutrition infantile qui est l'une des principales causes de mortalité infantile. Les mères allaitantes devraient aussi savoir que le sévrage inadéquat est un facteur qui aggrave la santé de leur bébé, d'où la nécessité de consulter un nutritionniste avant d'envisager un sévrage. Cela permet non seulement au bien-être de l'enfant, mais aussi de la mère. Roséline, nous restons toujours avec vous pour parler cette fois de la palpitation qui désigne une perfection inhabituelle ou accentuée des battements de cœur. Elle est fréquente chez les adolescents et peut être cause ou sinon causée par divers facteurs selon Dr Dumgo Munadoni Nelson, médecin généraliste. Souvent perçue comme un symptôme inquiétant chez les adultes, la palpitation se manifeste régulièrement chez les adolescents selon nos sources. Pour mieux comprendre ces causes et définir une prise en charge adéquate, Dr Dumgo Munadoni Nelson apporte des précisions. Palpitation, normalement votre cœur bat, mais vous ne devez pas sentir que le cœur est en train de battre. Du moment où vous sentez déjà que votre cœur est en train de battre, plus fort que d'habitude, c'est ça la palpitation. Donc ça veut dire que c'est la sensation des battements du cœur par la personne. Les causes de palpitation peuvent être d'ordre psychologique ou liées au stress, souligne-t-il. Vous pouvez avoir des causes qui sont dues à une maladie, qui peuvent être psychologiques ou bien dues au stress. Je vais commencer par peut-être le stress. Il y a des gens qui sont sujets au choc, par exemple émotionnel. Dès qu'ils sont soumis à une petite pression, quelle que soit l'origine, ils vont commencer à développer ce qu'on appelle la palpitation. Il y a des gens qui vont jusqu'à perdre connaissance. Il est recommandé d'identifier les causes avant d'envisager une prise en charge. Maintenant, la prise en charge, ça dépend de la cause. Quand vous voulez traiter une pathologie, c'est toujours comme ça. Il faut voir qu'est-ce qui a causé ça. Si c'est d'origine pathologique, comme je disais, si c'est le potassium ou bien le magnésium, ça veut dire qu'il faut voir la régulation de ces magnésiums ou bien de ces potassiums. Si vous arrivez à stabiliser, ça veut dire qu'automatiquement, la palpitation va s'arrêter. Maintenant, si c'est dû au stress ou bien à un choc émotionnel quelconque, dès que le facteur de stress disparaît, la palpitation va disparaître. Chez les adolescents, la palpitation est souvent bénigne et liée à la puberté ou au mode de vie. Toutefois, si elle devient fréquente, prolongée ou accompagnée des symptômes inquiétants, une consultation médicale s'impose.
Et c'est tout pour le 13h de ce 24 juillet 2025. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.